Salut les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma, et là en l'occurrence de séries, avec la première saison de Blood of Zeus disponible sur Netflix. Et au départ j'avais pas prévu de faire de vidéo sur cette série, mais bon avec le confinement qui a été prononcé, là j'ai un peu plus de temps. Du coup effectivement je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de la série, mais surtout pas n'importe comment. Je vais pas vous faire une critique dans cette vidéo, donc il sera pas du tout question de la qualité intrinsèque de la série, mais je me suis dit que j'allais plutôt revenir sur l'aspect mythologique de la série, puisque par rapport à mes études, etc., je m'y connais un petit peu, entre guillemets, et donc je me suis dit que j'allais un petit peu décrypter tout ça, et tenter de vous donner les clés pour comprendre la série, en tout cas la première saison de Blood of Zeus, et également voir à quel point elle est reliée aux mythes, et à quel point elle s'est inspirée des mythes, et à quel point finalement la série n'a rien inventé, mais comment elle s'approprie les mythes, et comment elle essaie de raconter une histoire fictionnelle autour de ces mythes. Donc je vais vous parler principalement des différentes divinités qu'on peut trouver dans la série, et également les comparer avec les divinités de la mythologie grecque en général. Et je vais revenir également sur le personnage d'Héron, le personnage principal de la série, et essayer de vous faire une rapide généalogie un petit peu des personnages et des interactions entre les divinités. Parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est vraiment pas évident à saisir, et dans la série, franchement, je trouve qu'ils se sont pas si mal débrouillés en fait par rapport à ça. Alors, je vais démarrer un petit peu avec ce que nous, on peut souvent considérer un petit peu comme les dieux principaux, parce que c'est ceux qu'on connaît le plus, c'est-à-dire les dieux de l'Olympe, donc les dieux olympiens. Ils sont normalement, alors en théorie, après ça dépend des mythes, mais généralement on considère qu'ils sont une douzaine. Après ça peut augmenter, parfois on peut en considérer 14, 15, enfin ça dépend des traditions, disons. Mais bon, originellement ils sont 12 dieux principaux, donc on a parmi les plus connus, on a Zeus, qui est le roi, disons, des dieux, en tout cas le chef des dieux. On a également Héra, qui est donc la reine des dieux, mais en même temps c'est la femme et la sœur de Zeus, donc ça faut bien le dire, c'est que c'est sa sœur aussi, c'est pas mentionné dans la série il me semble, mais bon bref, mais il y a beaucoup de consanguinité dans les dieux, donc faut pas être dérangé par ça, il faut pas être choqué, parce que c'est que ça, pratiquement, vous allez voir, après je vais vous donner des exemples, vous allez voir, vous allez dire, ah oui quand même, ils sont bien trash, c'était peut-être des ch'tis avant l'heure, je me permets, je suis moi-même du Nord, c'est pour ça que je me permets de faire cette blague qui est horrible. Donc, généralement, dans le panthéon des dieux, qui comprend donc les 12 dieux principaux, les dieux olympiens, on a généralement 7 dieux et 5 déesses, mais parfois quand on en ajoute, on va avoir des dieux comme Déméter ou comme Dionysos qui vont être ajoutés à ces 12 dieux olympiens, et donc c'est pour ça que le chiffre peut augmenter, tout simplement. Et dans la série, c'est plutôt bien fait, on les voit tous. Après, ils sont pas tous présentés, on a vraiment des dieux qui sont mis un petit peu en majesté, comme Zeus qu'on voit pas mal. On voit aussi pas mal Arès, on voit également Héra, du coup, on voit aussi un peu Hermès, qui est le dieu des voyageurs, et c'est lui avec sa vitesse, là, si vous voulez, avec ses petites bottes supersoniques. C'est une très bonne idée, d'ailleurs, je trouvais, dans la série, de la façon dont c'était fait. C'était plutôt sympa de voir ça, parce que ça leur donne vraiment un style et un caractère qui correspond aux capacités que les dieux, en tout cas qu'on prête à ces dieux olympiens. Ensuite, on peut citer les dieux primordiaux, donc c'est les divinités primordiales ou dieux primordiaux, qu'on appelle en grec les protogonos, mais ils sont pas du tout abordés dans la série, en tout cas dans cette saison 1, et on peut compter parmi eux donc Chronos, qui est le dieu du temps, à pas confondre avec Chronos le titan, ça s'écrit de toute façon pas pareil, et Chronos le titan, lui c'est le père de Zeus et Héra et de d'autres divinités olympiennes, et parmi ces dieux primordiaux, vous avez aussi Gaïa ou encore Uranos, qui est donc Gaïa c'est la terre, Uranos c'est le ciel, voilà, et ainsi de suite. Après vous en avez plein, donc je vais pas tous les lister, c'est pas très utile, mais je mettrai quand même des liens en description, des liens utiles, histoire d'aller vérifier tout ça, ou de bien voir les interactions, parce que c'est vraiment pas évident, je préfère vous prévenir tout de suite, mais n'ayez pas peur, il suffit de se lancer un petit peu, de regarder un petit peu, et voilà, après on en saura un peu plus, on n'est pas obligé de retenir tous les noms non plus. Mais comme ils sont pas du tout abordés dans la série, je vais plutôt passer tout de suite aux titans. Donc on a 12 titans, et on a aussi des titanides parmi ces titans. Donc les titans c'est les masculins, et les titanides c'est, on va dire, les titans féminins, disons. Donc rien à voir avec l'attaque des titans, même si je suis sans doute un peu inspiré, peut-être. Et donc les titans, à l'instant je vous parlais de Uranos et Gaïa, et en fait les titans sont les enfants de Uranos et Gaïa. Bon, Uranos et Gaïa, alors Uranos c'est le fils
de Gaïa, donc la Terre, mais c'est aussi son mari, hein, voilà, donc encore de la consanguinité, en veux-tu, en voilà. De toute façon, les divinités grecques, c'est que ça. Donc ils ont engendré ces 12 titans et titanides, et petite précision, je dirais que Gaïa, c'est peut-être la divinité la plus importante, parce que c'est elle qui engendre, donc avec Ouranos, qui engendre donc les titans, elle engendre aussi avec lui les hécatonchires, c'est-à-dire des espèces de géants qui ont 100 bras et 50 têtes. Oui, c'est un peu bizarre, hein. En tout cas, ça peut être pratique pour se gratter le dos, j'en sais rien. Et bref, en tout cas, elle les engendre avec lui, et elle engendre aussi les géants, et là c'est avec Tartare. Donc Tartare, c'est une espèce, disons, de divinité des enfers, à ne pas confondre avec Hadès, parce que le Tartare, c'est plutôt les enfers plus profonds, un peu comme les abysses, un peu si vous voulez. Et du coup, ensemble, ils ont enfanté les géants, et ça, on le voit dans le prologue de la série, au tout début de la série, on voit effectivement comment sont nés les géants, suite à la titanomachie, si vous voulez, c'est-à-dire la guerre qui a opposé les titans aux dieux de l'Olympe. Ensuite, il y a eu, par ricochet, donc la gigantomachie, où là, effectivement, la gigantomachie, c'est cette guerre entre les géants et les dieux de l'Olympe, avec une querelle intestine, puisque il y a une sorte de guerre civile au sein même des dieux olympiens, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a cette opposition, et c'est ce qu'on voit relaté ici dans cette première saison de la série. Et petite précision, Héra, elle est aussi la mère des premiers cyclopes, disons, hein. Il s'allie donc aux dieux olympiens pour battre les autres titans. Et après on prend leur âme et tout ça avec la boîte de Pandore, et c'est tout ce qu'on voit dans la saison, hein, c'est exactement ça, la boîte de Pandore qui permet d'enfermer les âmes. Et c'est d'ailleurs Talos qu'on voit, hein, qui est le gardien de la boîte de Pandore. Talos, si vous voulez, c'est un géant de bronze qui a été créé par Héphaïstos. Héphaïstos, on le voit aussi à de nombreuses reprises dans la série, hein. Héphaïstos, c'est un dieu de l'Olympe, mais c'est aussi un artisan et un forgeron, en fait, hein. C'est lui qui forge la plupart des armes, etc. Et tous les géants qu'affronte Héron dans la série quand il s'entraîne avec Zeus, hein. Donc ces géants de métal, disons, ou de bronze, c'est Héphaïstos qui les crée tous. Bref, comme je vous le disais, tout est lié, c'est compliqué, il y a des interactions de partout, un arbre généalogique de fou furieux. Donc, dans la série, on suit le personnage de Héron. Héron, c'est un demi-dieu. Alors, c'est un demi-dieu qui n'est pas attesté, hein. C'est-à-dire que dans les différentes traditions de la mythologie grecque, vous avez plein de demi-dieux qui sont connus, qui sont relatés. Alors, ils n'ont pas forcément existé, hein. Bien sûr, c'est souvent très imagé, très fictionnalisé. Mais il y a parfois des rois et des reines qui ont réellement existé et on s'est inspiré d'eux de façon un petit peu légendaire à ce moment-là. C'est le cas par exemple avec Achille, qui est le fils de Pélée et de Thétis. Pélée, c'est le roi d'Égine, et Thétis, c'est une nymphe marine, hein, aussi appelée une Néréide. Et donc c'est un petit exemple, parce qu'Achille c'est très connu, hein, l'anecdote du talon d'Achille, etc. Donc voilà, c'est un personnage très connu, c'est un demi-dieu, parce que sa mère, donc Thétis, est une déesse. Donc c'est pas une divinité entre guillemets olympienne ou autre, mais c'est quand même une divinité. Et donc lui, il acquiert des pouvoirs qui émanent de sa mère. C'est le cas de nombreux demi-dieux qui sont bien connus. Par exemple Hercule, donc Héraclès en grec, Hercule dans la tradition latine, et aussi importé chez nous, hein, généralement on l'appelle plutôt Hercule, on va pas l'appeler Héraclès, c'est aussi un demi-dieu. Lui c'est le fils de Zeus et d'Alcmène. Alcmène qui est l'épouse d'Amphitryon, et donc lui fils du roi Alcée. D'ailleurs dans le langage courant, le langage actuel, on a de nombreux éléments, de nombreux noms qui viennent comme ça de cette tradition grecque ou latine. Par exemple Amphitryon, un amphitryon, c'est quelqu'un qui va effectivement inviter des convives autour d'une table et payer tout le repas, etc. et faire en sorte qu'il soit bien, etc. Donc c'est un amphitryon. Bon, ça vient de Molière, mais bon, c'est encore autre chose et on va pas trop s'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Surtout que c'est déjà bien assez le bordel, en fait, je sais même pas si cette vidéo sera compréhensible, je suis désolé. Mais bon, bref, en tout cas, n'hésitez pas à repasser des morceaux de la vidéo, hein, si jamais c'est trop complexe. Et de toute façon, par rapport à cette première saison, ça nous intéresse pas plus que ça, amphitryon, hein, voilà, bref. Donc on va passer à autre chose. Donc, ce que je voulais dire, c'est par rapport à Héron, donc le personnage principal, qui est lui, fils de Zeus. Et en fait, si vous voulez, c'est un demi-dieu,
il acquiert certaines caractéristiques de son père, on le voit avec l'utilisation des éclairs, et aussi sa force surhumaine, et sa résistance surhumaine, parce qu'il y a des moments où il se prend des chocs de fou, et franchement il résiste à tout, donc, enfin à tout, à beaucoup de choses en tout cas. Donc on voit ses capacités surhumaines, ça se rapproche hein, bien évidemment d'un personnage comme Hercule, dont j'ai parlé tout à l'heure, où lui aussi il était connu pour cette force surhumaine, etc. Donc c'est un personnage qui n'existe pas dans les traditions grecques, donc c'est un personnage purement fictif qui a été totalement inventé, a priori, en tout cas d'après mes sources, d'après ce que je connais aussi, mais c'est un personnage qui est crédible, entre guillemets, ou en tout cas cohérent par rapport aux traditions grecques, parce que c'est un personnage qui ressemble à des demi-dieux déjà connus, et c'est un personnage qui est tout à fait cohérent. Donc, par rapport à ça, je trouve qu'il y a une certaine justesse dans la série, et franchement, c'est une série plus surprenante qu'il n'y paraît, et plus proche des mythes grecs que ce qu'on pense, donc vraiment, elle colle assez bien, je trouve, à l'univers olympien et à l'univers de ces mythologies. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de différents mythes et de différentes origines, en fait. Pourquoi différentes origines? Parce qu'au fur et à mesure, effectivement, il y a eu des traditions différentes. Il y a également une grosse culture de l'oralité dans ces cultures-là, les cultures antiques. Mais il y a aussi une culture écrite, mais on n'a pas réussi à récupérer tous les écrits, en fait, de l'époque. Les plus connus parmi les poètes, alors on appelle ça des aèdes, hein, mais bon, parmi les poètes de l'époque, on a donc Homère, donc pas Simpson, mais Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée notamment. D'ailleurs, Homère, on n'est pas sûr en fait hein, qu'il ait réellement existé, mais bon, c'est un autre débat, c'est peut-être, par rapport à ce que pensent certains historiens, ce serait peut-être un amalgame de plusieurs personnalités, etc., un groupe, ou alors simplement un nom d'emprunt, enfin, bon, bref, en tout cas, l'existence ou non d'Homère n'est pas totalement attestée, on ne sait pas vraiment, mais bon, là aussi, c'est un autre débat, hein, c'est encore un truc passionnant, j'en suis sûr, mais bon, qui ne sera pas traité dans cette vidéo. Et l'Iliade, c'est un texte qui parle de la chute de Troie et de la guerre de Troie, en fait, alors que l'Odyssée, ça va nous parler des aventures de ce bon vieux Ulysse. Donc Ulysse, hein, il y avait le dessin animé Ulysse 31, finalement, qui reprenait là aussi les éléments de l'Odyssée, mais là, c'était transposé au 31e siècle. Et lui, c'est pas un dieu, il me semble. Hein. Lui, je crois que c'est un mortel, hein, il me semble. Mais à 100%, c'est-à-dire c'est pas un demi-dieu, donc, enfin, il me semble. Et on a également Hésiode. Hésiode qui est peut-être l'un des plus importants aussi parce que c'est à lui qu'on doit vraiment tout ce qu'on va appeler la cosmogonie et ces genres de choses. La cosmogonie, c'est la création de l'univers, en tout cas des récits concernant la création de l'univers, la création du cosmos. Et donc c'est un poète qui est extrêmement important parce que c'est aussi lui qui a décrit certaines divinités, etc. Et c'est lui qui a fondé un petit peu ces mythes-là. Il y a d'autres poètes au fur et à mesure qui eux aussi ont repris certains motifs, certains thèmes et qui les ont réadaptés, qui les ont parfois transformés, parfois modifiés. Et donc il y a des corrélations de certaines sources, de certains motifs, mais il y a aussi parfois des différences, etc. C'est pour ça que parfois les sources diffèrent et sont vraiment très différentes. Et ensuite, ces sources ont inspiré toutes les divinités romaines, latines, donc avec donc des dieux qui sont similaires, puisque eux aussi étaient polythéistes au départ, et donc avec des traditions religieuses reprises des traditions grecques, mais avec des noms par exemple modifiés. C'est pour ça que par exemple vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, Héraclès, il devient Hercule. Par exemple, Héra, c'est Junon dans la tradition latine. Donc ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette série, c'est qu'on a repris énormément d'éléments mythiques et mythologiques de ces mythes grecs, et on les a transposés d'une façon qui est assez cohérente, qui est plutôt juste dans la démarche, que ce soit par rapport aux divinités, par rapport aux lieux, par rapport au type de pouvoir, à l'évocation de ces pouvoirs, etc. divins. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et vous avez par exemple quelques éléments qui ont été ajoutés. J'ai bien aimé l'emprunt qui a été effectué, par exemple, sur la taille des dieux, puisqu'on les voit beaucoup plus grands que les humains normaux. Et ça, c'est un emprunt, je pense, à Gods of Egypt, alors qu'il y a un film que je trouve personnellement vraiment pas terrible, mais bon, bref, mais bon, il est divertissant à la rigueur. Et dans ce film, vous aviez des dieux beaucoup plus grands, etc. Et dans cette série, il y a un peu cet aspect-là, et je trouve que c'était plutôt pas mal, parce que ça donne vraiment du style et du caractère à ces personnages, je trouve. Et également, dans leur personnalité, les dieux sont plutôt bien retranscrits, parce que en termes de personnalité, c'est finalement des humains, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de jalousie,
de colère, qui vont être rancuniers, etc. Donc vraiment des caractères ou des traits de personnalité totalement humains, et ça on le retrouve bien dans cette série, et par rapport à la caractérisation des personnages. Donc là aussi c'est plutôt réussi. Et enfin vous avez une utilisation, je trouve, assez réussie là aussi, du bestiaire, parce qu'on a tout type de créatures, hein. On voit des, je sais pas, un cerbère, on voit des griffons, on va voir aussi des satyres, etc. Vous avez du centaure, enfin vous avez pas mal de choses, et là aussi c'est plutôt bien fait je trouve, et relativement crédible par rapport à l'univers dont il s'agit, hein, parce que c'est pas, bien sûr c'est du fantastique, donc voilà, bon, mais par rapport à cet aspect là c'est plutôt bien fait. Donc, en conclusion, je dirais que si la série n'invente rien, elle s'approprie néanmoins les mythes d'une façon très libre, mais avec une certaine justesse. Et elle le fait correctement, elle le fait bien, elle s'approprie certains éléments, elle en modifie d'autres, mais avec une certaine pertinence. Donc, c'est une série, franchement, qui m'a surpris, parce que j'ai trouvé que c'était pas si mal. Alors après, bien sûr, d'un point de vue animation et tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager, histoire de me faire part également de vos avis et de vos analyses. Et aussi, si j'ai fait des erreurs, bah, dites-le moi dans les commentaires, mais normalement, je pense que ça devrait aller. Je vous remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça permettra, bah, par exemple, avec vos dons, de, je sais pas, pourquoi pas, d'améliorer l'animation de la série qui était vraiment saccadée et vraiment pas terrible. Hein. Donc voilà, hein, grâce à vous, peut-être que la série s'améliorera en saison 2, si saison 2 il y a. Voilà, je vous remercie pour tout, et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne, je vais vous inviter, pourquoi pas, à aller voir ma vidéo sur la série Révolution, disponible également sur Netflix. Je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes.